Bonjour à tous. Alors, vu ce qui a été dit ce matin, ça va être un peu freestyle parce que je suis pas trop à l'aise. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, donc moi je vais essayer d'aborder plutôt la partie culture, parce que je suis producteur avant tout. Donc je me présente, Valentin Morisset, producteur de fleurs comestibles et d'épices et d'aromatiques. Je fais aussi des plantes sauvages sur la commune de Villedeguin-Galant, près de Dinan. Donc j'ai créé le premier gingembre breton pour nous, la région Bretagne, en 2018. Soyons un peu chauvins. Et donc là, je vais vous faire une petite présentation des cultures que je peux faire à la ferme et comment on peut transformer aussi nos produits pour ceux qui pourraient pour les produits futurs, vu qu'on a eu des belles découvertes ce midi. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé au concours. Bravo à vous. On peut vous applaudir parce que chapeau. Et donc c'est parti. Donc de la graine à l'assiette. Donc je vais vous parler de la sélection des plantes que je fais moi pour pouvoir faire mes préparations, mes épices et tout. Je vais vous aborder la partie culture. On va aborder le produit brut parce que je travaille aussi des produits bruts et les produits transformés. Donc moi les produits je les sélectionne tout d'abord pour leur goût. Le goût est très important parce que je travaille avec des chefs cuisiniers et je fais aussi mes propres recettes comme je disais. Donc le goût est primordial dans mes recettes. Je crée du za'atar pour ceux qui connaissent, mélange à salade. Je fais des alcools, des bières, des transformations et prochainement normalement des huiles essentielles, des hydrolats et compagnie. Quand je les sélectionne, je prends aussi la résistance parce que j'ai connu un épisode de sécheresse et des mouvements compliqués. Donc maintenant, je mise que sur les plantes qui résistent bien aux événements, aux conditions climatiques, surtout qu'elles évoluent. Le rendement n'est pas négligé, il faut y penser parce qu'on est là aussi pour gagner notre vie. Et l'adaptabilité dans le circuit parce que c'est pas le tout d'acclimater des plantes, il faut aussi qu'elles s'adaptent à notre région. Et l'aspect est très primordial, il faut y penser. Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font des fleurs comestibles ou des choses déjà? Personne lève la main, personne jardine? Si? Et vous l'utilisez comment? Dans vos plats? Pas d'huile, pas de... Et d'autres personnes? Madame et moi, il n'y a que madame et moi, alors qui travaillons. Je vous félicite pas. Hein. Donc l'aspect. Donc comme je disais, l'aspect paraît important. Donc tout dépend en réalité de l'utilisation destinée à la plante. Donc quand je vends des produits destinés à la restauration, je vends que l'exception. Pour moi, si elles sont un peu abîmées, un peu tachées, c'est pas important puisque je les transforme. Souvent, je les sèche, je les déshydrate ou on les distille. Et donc on parlait aussi, nous, pour la culture des fleurs comestibles. Donc c'est pas la même que pour les fleurs ornementales. Et on n'utilise pas de fleurs issues de jardinerie pour les fleurs comestibles, je tiens à le préciser, parce que ça arrive souvent que les gens vont en jardinerie et se mettent à manger les fleurs de jardinerie. Donc n'oubliez pas que c'est traité. Non mais il faut le noter. Il y a toujours des gens comme ça qui font des drôles de préparation. Donc pour la culture, vous voyez, on a les feuilles, les fleurs, les racines. Donc pour les feuilles, moi comme je les transforme, l'esthétique c'est moins mon souci puisqu'elles sont séchées, déshydratées. Les fleurs donc, sont bien séchées ou mises fraîches pour les préparations. Et les racines, donc là vous voyez mon fameux gingembre, hein, ma compagne l'a bien dessiné. Et donc la planification des cultures, donc là on est en plein dedans. Donc en ce moment on est en plein semis, bouture, marcotage. Donc on a commencé déjà à l'automne mais on continue, la saison est énorme. Donc ensuite, il y a une mise en place sur les cultures. Donc moi, j'ai 1,80 hectare de culture chez moi à la ferme. Donc tout est cultivé. Donc c'est 230 variétés de plantes comestibles sans compter les sauvages. Et donc ensuite, il y a toute l'étape de suivi de culture, l'arrosage, l'apport d'engrais naturels, le désherbage, la taille. Et ensuite, il y a la récolte. Donc moi, ça va être un peu plus généraliste que les plantes sauvages. On va essayer d'aborder un peu tous les thèmes, vu que ce matin, c'était très complet. Et donc les sauvages, donc il est possible donc de retrouver chez moi des plantes sauvages comme le kénopode bon Henri, tout le monde connaît, qu'on utilise comme les épinards, faire bouillir dans l'eau. Les coquelicots, tout le monde a goûté les coquelicots, c'est dommage. Ah, faut sortir un peu. Hein. Et donc, il est primordial de savoir les connaître et les reconnaître comme on disait ce matin, ne pas faire d'erreur, parce que comme on a montré tout à l'heure, la ciguë et les carottes sauvages, j'ai aussi vu, moi, des gens dans mon métier qui ramassaient sur les bords de route
où les animaux passent, les voitures, tout ça. Donc les plantes ramassent aussi les polluants, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut faire très important à son lieu de récolte. C'est quand même dommage d'avoir de la pisse de renard ou des gaz d'échappement sur ses fleurs. Moi je dis ça, c'est vous qui mangez après. Et donc comme on voit, là on voit le report du brut. Donc là vous avez les fleurs d'hémérocale, des fleurs de phlox. En bas on a des primes verts coucou, on a de la viola, des œillets. Donc vous savez combien il existe de fleurs comestibles de consommer? Donc il y a à peu près 200 variétés de fleurs comestibles. Et donc pour moi la récolte se fait au petit matin, toujours avant le lever du jour. Comme ça les abeilles n'ont pas eu le temps de passer avant et d'abîmer la fleur. Ça permet de garder un maximum de saveur. Et il faut faire attention aussi aux ravageurs. Donc là il y a toute une PBI qui a été mise en place et pas mal de nichoirs qu'on a installés pour pouvoir laisser la nature faire son travail. Donc il ne faut pas oublier que certaines fleurs ne durent que la journée. Par exemple, les mérocales qu'on voit tout en haut, là, ça dure à peine 24 heures. C'est à ramasser le matin, à manger dans la journée. Vous pouvez les frire si vous voulez essayer, c'est très bon. Et juste les violas, on arrive à les garder une dizaine de jours, comme les nombrils de Vénus. Et voilà. Et donc pour les racines qui se conservent le plus longtemps, vous les connaissez, on en a parlé, gingembre, curcuma, taro. Et donc les produits transformés, moi je vais en parler de 3 façons de transformer mes plantes. Donc le séchage, la distillation et il y a l'apiculture, si on a des ruches sur la ferme pour pouvoir faire du miel. Donc c'est très important aussi l'apiculture. Et il faut savoir aussi composer sa recette. Donc chaque création que je fais, donc je compose une recette. C'est un peu, pour ceux qui connaissent Olivier Rollinger ou Michel Bras, un peu similaire. Je crée mes recettes, mes plantes et je fais mes mélanges comme ça, en créant les meilleures saveurs pour plaire et satisfaire vos papilles. Et donc tout ce qu'on disait au début, les couleurs, les textures, est à prendre en compte. Ça, pour le moment, tout le monde suit. C'est dur après la digestion, on le sait. Donc la première transformation, c'est le séchage. Donc récolte des fleurs, comme je disais, le matin. Nettoyage. Et après, on met ça au déshydrateur ou alors séchage naturel sur des claies au soleil. J'ai composé ma recette, donc je sais par exemple là on a des fleurs de lilas, je peux faire des crèmes lilas, crème dessert ou des tisanes, des boissons à fusion. Après je fais mise en pot sachet ou alors j'emmène ça chez des amis qui ont un alambic. Et donc là on en parle de l'alambic. Donc la distillation, vous connaissez tous le principe de distillation? Comment ça marche? Ah, t'as même posé des questions. Vas-y, j'attends. Vas-y. Comment ça marche la distillation? C'est avec la vapeur d'eau. Bah vas-y. C'est avec la vapeur d'eau. Et seulement? Donc vas-y. Et j'attends. Vous pouvez mieux détailler. Ah, t'as voulu me mettre mal à l'aise, bah tu vois. Donc pour la distillation, donc on amène les plantes à la brasserie, donc c'est une brasserie-distillerie. Donc les plantes sont ramassées, donc comme toujours le matin, donc nettoyées et épurées. Donc là, souvent, on utilise les parties, soit les inflorescences, soit certaines racines ou autres. Donc on définit bien les quantités, on mélange après avec l'alcool à 90. On fait déjà une pré-infusion. Cette pré-infusion, on va la mettre ensuite à distiller. Donc après, il y a l'eau, comme tu disais, qui se mélange et tout ça. On recoupe. Et on sort généralement des alcools entre 40 et 50, parce qu'après il y a le droit d'assises, mais là c'est un autre sujet, ça vaudrait le coup de faire une autre conférence. Et donc après on fait la mise en bouteille, l'étiquetage, sans oublier passer par les douanes, parce que les droits d'assises, comme on en parle, il faut les payer. Et on parle de la distribution, et ensuite c'est vendu sur les marchés, et sur ma boutique, ou chez des partenaires. Et donc la troisième étape, on va arriver sur l'apiculture. Tout le monde connaît l'apiculture, certains ont peut-être des ruches, c'est pas très vivant. Donc le miel, c'est une autre forme de transformation possible, donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas vraiment à l'origine de la transformation, c'est juste vous qui avez planté vos fleurs et vos végétaux, et donc elles font leur petit boulot et tout ça. Donc nous on récolte le miel et tout, et selon chaque plante, chaque fleur, le goût est différent, et après c'est un assemblage qu'on compose
pour pouvoir vous proposer le meilleur miel qui soit. Et je me rends compte que j'ai peut-être été un peu rapide, parce que j'arrive déjà à la conclusion. Et donc, comme on disait ce matin, parce que c'était très important de le dire et de le noter, c'est qu'il est important de connaître le monde végétal dans son ensemble. Il faut savoir apprécier la faune et la flore qui nous entourent, qu'il faut la connaître, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, je pourrais dire que j'ai été en formation l'année dernière et que j'ai été très choqué. J'ai eu des gens à qui j'étais en formation, pourtant des agriculteurs. Et je suis resté choqué par ce cas-là, c'est que les personnes ramassaient de l'eau de pluie, faisaient leur transformation et mettaient les plantes directement dedans et vous vendez le sirop ou l'infusion comme ça sans stérilisation. Je ne sais pas si vous connaissez tous la toxine botulique. C'est quoi le principe du botulisme ? Ça paralyse et ça peut... Et donc c'est un sujet qui m'a resté choqué parce qu'on était plusieurs à formation et même le responsable de formation m'a regardé et m'a dit mais c'est pas possible de faire ça aujourd'hui en 2024. J'ai dit tu vois ils sont pas au point, ils sont pas à les codes et ils font pas vraiment attention, ils connaissent pas ils savent pas ce qu'ils font. Et donc je vous invite pour vous qui voulez continuer et poursuivre dans la voie à vraiment apprendre à approfondir le monde végétal, respecter quand même les normes sanitaires et éclatez-vous dans ce que vous faites. Voilà. Et j'étais un peu rapide. Du coup, si vous avez des questions, ça va être plus simple parce que je suis un peu mal à l'aise avec tout ça. Bon, je vous remercie, comme vous pouvez le voir. Et je tiens à remercier Laura pour le diapo parce que si ça avait été le mien, on n'aurait que des photos. Désolé. Oui, je t'entends. T'inquiète pas. Donc moi, je voulais savoir, quand vous acclimatez une plante, il faut combien de temps à peu près ? Par exemple, le gingembre, vous avez mis combien de temps à l'acclimater pour être sûr que ça sera une plante que vous garderez dans votre catalogue, quoi. Le gingembre, j'ai été étudiant quand j'ai commencé, c'était 2009-2010. Donc je l'ai acclimaté, j'ai récupéré des racines qui venaient d'Amérique du Sud. Et ça a commencé tout bêtement, j'ai rencontré Olivier Rollinger à un salon. Et il parlait de ses voyages, lui il allait chercher du gingembre à Madagascar, il avait été en Inde et tout. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit c'est quand même con de vouloir faire des épices bretonnes et de s'amuser à faire le tour du monde et de nous parler d'écologie. Je lui ai dit, vous n'avez pas trop le discours raccord, monsieur Rollinger. Je dis à un moment, parce que je me suis toujours permis des choses. Je lui ai dit, quand tu dis que tu veux faire des épices locales et que tu vas faire des voyages en avion à 900 km, je dis, ton bilan carbone n'est pas bon. Je dis, mais à un moment, je lui ai dit, mais on est peut-être trop con ou il faut savoir acclimater les plantes chez nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, on va mettre le gingembre. Et j'ai sorti en 2018, il commençait à avoir un goût différent, une couleur plus prononcée. Et je continue à l'améliorer de jour en jour, à faire des nouvelles choses. Et là, j'essaye d'en créer un tout rose, comme s'il avait été dans le vinaigre. J'ai eu une déformation qui s'est créée, je vais essayer de la maintenir pour pouvoir l'avoir. Et je me suis rendu compte qu'on a commencé avec le gingembre, j'ai fait du curcuma. Les figues de Barbarie qui poussent dans le sud, on ne se dit pas en Bretagne, tiens, on va avoir des figues de Barbarie. Puis avec le changement climatique qui arrive, je me dis, il faut évoluer. Ce matin, je regarde un reportage, il paraît qu'en 2070-2100, ici, on aura le climat de Toulouse. Je ne sais pas qui aura le climat de Guingamp, du coup. Mais c'est des choses à prendre en compte. Je pense que d'ici... là, j'ai rencontré, vous voyez, sur une foire au mois de novembre, des jeunes enfants qui avaient 8-9 ans, qui m'ont dit, on est passionnés par l'horticulture, on voudrait en faire notre métier. Et le gamin me dit, j'ai un terrain, mon papa il a un terrain, il ne sait pas quoi en faire. Je lui ai dit, plante des oliviers. Il dit, ah bon, il plante des oliviers. Je lui dis, dans 15-20 ans, ça aura continué peut-être à évoluer si on ne fait pas les choses correctement. Et je dis, tu seras peut-être le premier à vendre des olives bretonnes. Faire de l'huile d'olive ici, je dis, t'imagines ? Mais de rien. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Je voulais savoir comment justement on garantit qu'une récolte elle est éco-responsable
sur la durée en fait. Non, j'ai pas compris. Éco-responsable sur la durée. Dans le temps, comment elle est... Tu veux dire mon impact sur l'environnement? Oui, Bah tu vois, j'ai ramené des plantes exotiques, donc déjà normalement au niveau éco-responsabilité, j'étais pas bon. Mais je les ai acclimatées et j'essaye de les développer ici, donc j'essaye de rattraper le petit désagrément du début. Et j'essaye d'en avoir un impact zéro en utilisant que des emballages recyclables. Et je gueule quand je suis livré en plastique. Mes apports sont moindres et j'essaye d'utiliser au minimum les intrants extérieurs. Je mets un peu d'amendement biologique et tout ça, parce que je récupère du compost avec les communes et tout ça, les épluchures et tout. Et j'utilise de l'engrais organique aussi. Mais niveau éco-responsabilité, dès le début, non. La plantation, quand on fait du gingembre, il faut acheter au début les premières racines, les acclimater. Donc là, mais j'ai réussi à le faire sans chauffage déjà. Comme je fais un essai vanille depuis quelques années aussi, sans chauffage. Moi, j'avais une petite question par rapport à ton activité d'apiculture. Tu as dit que tu étais capable d'avoir des miels avec des saveurs différentes et du coup, tes abeilles sont spécifiques à une espèce ou elles sont capables de butiner dans plusieurs espèces et ensuite tu mélanges les différents miels qui sont obtenus? Donc pour le miel, c'est des ruches qu'on met à différents endroits dans les champs. Donc j'ai des cultures, par exemple j'ai un champ de sarrasin. Donc là elles sont uniquement dans le sarrasin, on fait bien attention. Après je dis pas qu'il n'y a pas un peu de châtaignier autour ou des choses comme ça, mais on essaye d'isoler au maximum les goûts. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on a eu une surprise il y a 3 ans, on a eu un miel de cannabis. Je vous raconte pas le chantier. Un petit producteur local peut-être? Comment? Un petit producteur local peut-être? Non déclaré, j'imagine. Celui qui fait ses récoltes avec des sacs poubelles, j'ai pas compris. Je lui ai dit, oh, là, niveau éco-responsabilité, il était pas bon non plus. Comment? Mieux que ceux qui prenaient le miel. Est-ce que votre culture, elle est certifiée bio? Alors là, c'est un débat qu'on peut avoir, c'est que je suis pas labellisé bio pour un principe, c'est que je comprends pas pourquoi on devrait payer pour un label. Ah oui, je vous comprends sur le principe. Je gueule depuis quelques années, je gueule beaucoup. C'est que je comprends pas pourquoi je payerais pour dire que mes produits sont naturels, alors que mes voisins peuvent, enfin mes voisins, je suis pas trop entouré, mais mes voisins peuvent traiter sans avoir à demander. J'ai toujours dit que c'était aberrant, que celui qui connaît pas la biologie végétale, qui a des problèmes, doit payer pour pouvoir mettre des produits. Je trouvais que ça serait plus logique. Mais pour l'instant, j'ai eu que des levées de bouclier, on m'a dit que j'étais cinglé. Et tout à l'heure, dans la diapo, vous marquez rendement sur le gingembre, justement. Quelle est votre capacité par an en termes de tonnage? Bah pour le moment, je suis pas en tonnage parce que je garde une partie de ma récolte pour continuer à multiplier ma génétique, que je suis à bloquer là. Et généralement, je vends entre 2,5 kg et 5 kg de gingembre aux meilleures années. D'accord. Je préfère en garder pour toujours avoir de la génétique, la multiplier et ainsi de suite. Oui, d'avoir les souches. Voilà. Okay. Merci. Mais de rien. J'avais une petite question par rapport à la protection biologique intégrée. Quels ravageurs est-ce que vous avez sur vos cultures et comment est-ce que vous les protégez? Le pire ravageur que je peux avoir, moi, c'est les altises. C'est une vraie saleté. Et pour le moment, à part les pièges à glu, les mésanges et tous les oiseaux qu'on a installés et d'autres auxiliaires, je continue à en avoir abondamment. Et ça te dévore le cœur des fleurs et pour le moment, c'est une catastrophe. La dernière fois, on a fait des lignes de pièges collants, là. Ils étaient noirs au bout d'une journée. Il faut imaginer que c'est ça tous les jours. Donc les altises, mais on pourrait mettre du D6 ou d'autres produits, hein, bien sûr, des produits traitement, mais bon. Quand après tu tues les abeilles, toute la faune, tous les auxiliaires, donc
Vaut mieux avoir des altises et se faire bouffer quelques fleurs plutôt que de détruire tout et recommencer sur une page blanche, quoi. Enfin, c'est mon avis. Après, je sais pas si tu le partages. Ben, plus de questions. Putain, ça a été bref mais intense. Merci beaucoup. Merci Valentin. Mais de rien. Désolé.